RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Gilles Briel, le président du MPC. Gilles Briel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Vous estimez que votre parti a subi une double trahison de la part de Galiano. Ce sont les termes d'un communiqué que vous avez publié juste après l'élection de votre ancien président à la présidence du Congrès. Double trahison, c'est un peu fort. Expliquez-vous. Oui, c'est un peu fort, mais ça reflète l'état d'esprit dans lequel sont les instances dirigeantes du MPC. Double trahison parce qu'il y a d'abord eu la signature de la charte des valeurs vendredi après-midi, qui ne correspondait pas à l'état d'esprit ou à la volonté du conseil politique du MPC, qui s'exprimait à plusieurs reprises à ce niveau-là. Nous, on ne souhaitait pas que le MPC participe à ce groupe de travail. On ne souhaitait plus qu'il ne participe parce qu'on était passé de discussions à des négociations. La charte des valeurs, elle nous convient ni sur le fond, ni sur la forme. Donc ça, c'est la première trahison, puisqu'il y a eu une motion claire du conseil politique. Et alors la deuxième trahison ? C'est le hold-up qu'il y a eu organisé lundi par Calédonie Ensemble. C'est pas tant le fait que Galiano devienne président du Congrès qui nous gêne, c'est la façon dont les choses se sont passées. C'est un maintien de candidature au troisième tour qui, sans la prise de responsabilité de Thierry Santa, aurait permis l'élection de Rocco Amitan à la tête du Congrès. C'est le fait que derrière, sur les 5 élections qu'il y a eu, parce qu'on parle de l'élection du président, mais il y a eu 5 votes au Congrès, 5 fois Galiano a voté avec Calédonie Ensemble contre le groupe dans lequel le MPC s'est créé, groupe validé, encore une fois, par les instances, par le conseil politique du MPC, conseil politique auquel Galiano avait participé, et sur les 2 points, la non-participation au G10 et la création de ce groupement, Gaël était là quand il y a eu ces discussions. Alors pourtant, vous devriez être content qu'un élu du MPC préside aujourd'hui le Congrès. Ben, ça dépend dans quelles conditions on l'est. Je sais pas aujourd'hui si je peux dire que c'est un élu du MPC qui préside le Congrès. C'est un candidat de Calédonie Ensemble. Attendez, il faut être clair là-dessus. Il y a eu 16 voix et je redis, c'est pas que sur l'élection du président du Congrès, c'est sur les 6 élections organisées, enfin les 5 élections, les 5 scrutins organisés lundi matin. Pour l'élection des vice-présidents, pour l'élection des commissions intérieures, pour la commission permanente. Commission permanente, questeur, rapporteur. À chacun de ces scrutins, Calédonie Ensemble et Galiano ont voté ensemble. Donc, je le dis, c'est pas en tout cas un candidat présenté par le MPC. Puis d'ailleurs, Calédonie Ensemble a été très clair. Les déclarations de Calédonie Ensemble, c'est ils ont choisi Galiano pas d'abord parce qu'il est MPC, parce que il a continué à poursuivre sa participation au groupe du dialogue, et ensuite parce qu'il est MPC, c'est-à-dire que c'est Philippe Gomez aujourd'hui qui distribue les pompons et qui est bon élève au MPC et qui ne l'est pas. Parce qu'ils les invoquent tous les deux, aussi bien Galiano que Calédonie Ensemble. L'accord conclu au moment de la plateforme, ou peu après, c'était au mois d'août 2017. Cet accord, est-ce qu'il est réel? Qu'est-ce qu'il disait? Et est-ce qu'il est encore valable aujourd'hui selon vous? Ah ben, il n'y a plus de plateforme. Enfin, moi je veux bien, mais il y a un accord qui a été passé sur une organisation, une stabilité institutionnelle, mais également sur des réformes à tenir. Et alors, ce qui serait absolument étonnant aujourd'hui, c'est que la plateforme, on l'a réalisée pour qu'il y ait un dialogue entre loyalistes. Ce dialogue n'a pas pu avoir lieu. Qu'il y ait une révision de la politique économique du gouvernement Germain qui n'est pas bonne, cette inflexion de la politique économique n'a pas eu lieu. Et finalement, la seule chose qui serait applicable, c'est la distribution des postes. Mais c'est pas la philosophie du MPC, c'est pas dans cette démarche qu'on s'est engagé en créant la plateforme. On l'a fait, je le redis, parce qu'il y a une nécessité à quelques mois du référendum de revoir la politique économique et de travailler ensemble des loyalistes, ensemble, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et alors, si ce poste était promis au MPC, la présidence du Congrès, pourquoi est-ce que vous, qui êtes aujourd'hui le président du MPC, vous vous êtes pas présenté? C'est d'ailleurs le reproche que vous fait Galiano. Ah oui, alors ça c'est pas mal comme reproche. Vous savez, le MPC, quand on l'a créé dans ses statuts, on a dit que c'était un mouvement démocratique. Je le redis, c'est pas on tire pas au sort qui se présente à une élection. Je pense qu'aujourd'hui, à quelques mois du référendum, ça faisait courir un risque d'avoir un président indépendantiste à la tête du Congrès. Et je le redis encore une fois, parce que Thierry Santa fait preuve de responsabilité, il a retiré sa candidature. On a un loyaliste
qui est à la tête du Congrès. Moi, je considère qu'on n'avait pas besoin de ça à quelques mois, et donc je suis pas à la recherche d'un poste, contrairement à ce qu'essaye de nous expliquer aujourd'hui Calédonie Ensemble. Donc je n'avais pas de nécessité de me présenter à cette élection. Je considère que cet engagement ne tient plus parce que la plateforme ne tient plus. Mais la plateforme ne tient plus parce que les engagements que Calédonie Ensemble avait pris, je le redis, une discussion entre les loyalistes avant d'aller discuter avec les indépendantistes et réformes économiques à revoir n'ont pas été pris. Alors vous le disiez, premier point que vous considérez comme une trahison, c'est la poursuite de la participation au groupe de dialogue et la validation de la charte des valeurs. C'est un peu le point de clivage aujourd'hui. Cette charte des valeurs calédoniennes qui maintenant a été adoptée vendredi dernier, qu'est-ce que vous en pensez? En quoi elle vous dérange? Maintenant, elle a été enrichie, complétée par les observations d'un certain nombre de Calédoniens sur Internet. Vous lui reprochez encore des choses ou elle vous convient aujourd'hui? Ah oui, alors attends, elle a été adoptée en catimini. J'ai cru comprendre que Rocco Amitan n'avait pas l'habilitation de son mouvement. Lui, au moins, il le dit. Lucien ne l'a pas signé. Pour habiliter cette charte. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui, finalement, qui la porte. Et ça ne me convient ni sur la forme, ni sur le fond. La forme, d'abord, parce que c'est pas le moment. C'est-à-dire que à 3 mois du référendum, on essaye de minimiser ce qu'est l'indépendance, minimiser la différence entre une Nouvelle-Calédonie dans la France et une Nouvelle-Calédonie indépendante, avec une stratégie d'enjambement du référendum. Ça, c'est une politique clairement portée par Calédonie Ensemble, et c'est pour ça qu'on a souhaité se retirer du G10, parce que ça rend illisible la position de ceux qui veulent porter un non massif. Ça, c'est la première des choses. C'est pas le moment, et c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut le faire. Et sur le fond, il y a des points qui ne vont pas. C'est-à-dire que on dit que sur cette charte, on écrit ce sur quoi on est d'accord. On parle de la femme. On dit que la femme et l'homme ont les mêmes droits d'égalité. Et il y a une petite phrase qui reconnaît que dans les organisations coutumières, la femme, elle a pas forcément le même rôle, les mêmes droits que l'homme. Mais est-ce que c'est à nous, non kanak, d'accepter ça? Oui, c'est une réalité, mais est-ce que ça doit le rester pour autant? Il y a aujourd'hui des femmes kanak en Nouvelle-Calédonie qui se battent pour avoir les mêmes droits dans les organisations coutumières, qui se battent pour que, quand elles ont un domicile, construisent une maison avec leur mari sur terre coutumière et que le mari décède, aujourd'hui elles sont propriétaires de rien, qui se battent pour avoir ces droits-là. Quand on reconnaît, quand on valide une charte, enfin en tout cas pas moi, ceux qui valident cette charte reconnaissent qu'il n'y aura jamais d'évolution pour ces femmes-là. Mais si on avait eu cet état d'esprit, la femme n'aurait jamais le droit de vote en France, la femme n'aurait jamais le droit de conduire dans les pays arabes. Il faut pas signer des choses comme ça. Et en contrepartie, on dit que on ne reconnaît pas le droit à devenir citoyen à ceux qui sont exclus aujourd'hui du corps électoral des élections provinciales, parce que ça, c'est pas une valeur commune. Soit on écrit que ce qui nous convient pas, soit on n'accepte pas. En tout cas, c'était pas quelque chose de portable avec les valeurs du MPC. Quel peut être l'avenir de ce texte, à votre avis? Est-ce qu'il en a un, ou est-ce que c'est à un moment précis un texte qui a été signé par un certain nombre de personnes? C'est un texte qui a été signé par un certain nombre de personnes qui, pour certaines d'entre elles, ont la légitimité de leur mouvement, d'autres non. Moi, je le reconnais pas. Et alors, est-ce que Gaël à la présidence du Congrès, il va être le Gaël porteur de l'exposé des motifs, qui est le premier document qui est sorti du G10, qui était profondément contre la présence française en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il va être porteur de cette charte et qu'ils vont vouloir nous l'imposer au Congrès? Si c'est ça, je la combattrai parce que je considère que même si à la première lecture on peut considérer qu'il y a des points positifs dedans, il y a des choses qui ne conviennent pas à un pays qu'on peut construire avec l'ensemble des populations. Alors dans ce fameux communiqué que vous avez publié, vous dites qu'en traitant avec mépris les instances du MPC, en bafouant vos valeurs, en adoptant un comportement irresponsable, Gaël s'est de lui-même exclu du parti. On en lui demanderait pourquoi vous ne l'avez pas exclu avant, puisqu'il a continué à siéger au G10 contre vos préconisations, puisqu'il a validé la charte des valeurs et que vous êtes contre. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de tout de suite prendre les choses en main? Ce qui aurait été le plus simple, c'est que Gaël se présente à la présidence du MPC avec le projet qui porte. Au moins, c'est les militants qui auraient pu faire ce choix-là. Moi, je suis peut-être un peu naïf. Je crois toujours que les personnes, à un moment, peuvent se ressaisir. Ça n'a pas été le cas. Le principe
Aujourd'hui, à mon avis, c'est quand on n'est plus en accord avec un mouvement, il faut le quitter. C'est-à-dire que le MPC n'a pas changé ses valeurs. Le MPC a pris des positions claires, encore une fois, sur la participation G10, sur la charte des valeurs, sur la sortie de la plateforme. Et aucune de ces positions, qui ont été prises démocratiquement à une très très large majorité pour certaines et une unanimité pour les autres, qui ont été prises par le Conseil politique, ne sont pas suivies par Galiano. Donc, à mon avis, il n'est plus en phase avec le mouvement. Il doit le partir, et s'il part pas, on devra engager une procédure pour l'en sortir. Parce que hier, il était à votre place et il nous a dit qu'il ne démissionnerait pas. Vous allez l'exclure ? Ah mais s'il veut pas partir et qu'il veut pas respecter les décisions du Conseil politique, ça me semble logique, bien sûr. Alors, vous lui dites également d'assumer son rapprochement avec le parti de Philippe Gomès. Il y a une vraie fracture aujourd'hui dans le camp non indépendantiste à 3 mois du référendum. Il y a une vraie division aujourd'hui entre, d'un côté, le Rassemblement, le MPC, les Républicains calédoniens, et de l'autre, Calédonie Ensemble. C'est comme ça que vous voyez le paysage ? Ah oui, complètement. Mais on l'a vu parce qu'on s'est focalisé sur la présidence du Congrès. Il y avait 3 postes clés au Congrès, le président, la commission permanente et la première vice-présidente. Et tout ça a basculé chez les indépendantistes parce qu'il y a cette fracture, il y a cette incapacité à se parler et qu'il y a des vraies divergences aujourd'hui, oui. Et vous, est-ce qu'on ne va pas vous reprocher un rapprochement du MPC avec le Rassemblement ? Est-ce que ça a été validé par vos statuts, par les congrès ? Mais encore une fois, le MPC, c'est un mouvement démocratique. C'est un débat qu'on a eu au sein du Conseil politique. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 explications. La première, juridique. Pour participer officiellement à la campagne du référendum, il faut être habilité. Être habilité par une commission. Et s'il n'y avait pas eu ce regroupement, le MPC n'était pas habilité. Est-ce que nous, MPC, qui avons toujours souhaité l'organisation du référendum, est-ce qu'on aurait pu dire en militant, on ne participe pas à ce mouvement ? Et là, une parenthèse, moi j'entends le travail qui a été fait par le G10 sur cette fameuse charte des valeurs, où on nous explique qu'ils ont passé 40-50 heures à négocier. Moi, ce que je regrette, c'est que Galiano a passé 50 heures à travailler sur une charte des valeurs qui nous divise, et pas 1 minute, pas 1 seconde sur la préparation de la campagne référendaire. C'est ça l'importance aujourd'hui. Donc, s'il y a un travail avec le Rassemblement et tous Calédoniens de Pascal Vittori, c'est pour aborder cette échéance capitale dans les meilleures conditions. C'est pas une adhésion, c'est pas une fusion de nos mouvements, mais je considère que plus on sera unis, plus on arrivera à mobiliser, à fédérer nos énergies, nos moyens, nos envies, et plus on aura de chances d'obtenir un large résultat contre l'indépendance au 4 novembre. Vous aviez appelé à l'union sacrée lors de votre congrès. Vous pensez que ça peut prendre forme, ou est-ce que ces divisions de la famille non indépendantiste va peser sur la campagne ? Elle pesera forcément, mais ce sera à chacun d'entre nous de mobiliser l'électorat non indépendantiste, ces milliers de Calédoniens qui sont convaincus que c'est au sein de la République française que peut s'épanouir leurs enfants. Il faudra le faire. Il faudra surtout aujourd'hui casser cette démobilisation, ce retrait par rapport à la vie politique qu'on est en train de constater. Il faut remobiliser absolument nos troupes. L'échéance est capitale, et puis là, c'est pas des élus qui vont choisir, c'est pas des listes, c'est pas des personnes, c'est l'avenir de leur territoire, de leur pays et l'avenir de leurs enfants. Donc c'est ça qu'il faudra mobiliser. D'ici le 4 novembre, c'est la priorité. Vous allez être sur le terrain. Vous avez prévu un certain nombre de réunions, d'organisations. Oui, 2 types, les réunions, ce qu'on appelle les réunions Tupperware, les réunions à domicile pour mobiliser, mais parce que je crois que c'est pas suffisant et qu'il faut aller chercher les indépendantistes qui votent aux élections législatives, aux élections provinciales pour des listes et des candidats indépendantistes, mais qui le 4 novembre ne veulent pas pour autant qu'un acquis. Ceux-là, il faut aller les chercher. Et il faut aller chercher avec, je dirais, pas nos réunions traditionnelles, mais il faut aller chercher sur les marchés. Moi, vous savez, j'étais 4 ans professeur à Yingen, et il y a des organisations de ces communes qui font qu'il y a des regroupements de mamans, et moi je crois beaucoup à la lucidité des femmes kanak, et c'est elles qu'il faut aller convaincre pour le 4 novembre, leur expliquer que l'avenir de leur, celui de leurs enfants et celui d'une paix, il se fait dans la France. Gabriel, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci de m'avoir invité.